Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 5e épisode de votre compagnie aérienne préférée, Affairage Airways. Je suis Aïssata. Et moi, c'est Laurence. Laurence, comment tu vas? Au calme. Et toi, comment était Dakar? Dakar était chaud. Pour contexte, je viens tout juste à peine de rentrer de Dakar. Je suis rentrée il y a quelques heures. J'ai fait 2 semaines là-bas. Et puis, Une vraie pilote, tout ce quoi. que je peux... Tu pilotes l'avion, vraiment. après tu fais l'escale, quoi. Mais quand même, Affairage Airways, il faut bien qu'on découvre tous les pays. Donc, je suis allée découvrir Dakar pour vous. Et franchement, j'ai un peu négligé en partant parce qu'en tant que fière ivoirienne, on compare souvent la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je pense que sur beaucoup de plans, ce sont 2 pays qui sont souvent comparés. Et moi, je suis tellement fière que je me disais, oh, je vais aller à Dakar, ça va être bien vite fait, tu vois, mais ça ne peut pas être le si Sénégal est loin. Ben, Dakar est loin, en tout cas. Je suis partie, je devais faire 10 jours, j'ai étendu mon séjour, j'ai fait 2 semaines. Et là, même si tu me disais de rester encore, j'allais trouver des trucs à faire. Tellement, franchement, j'ai passé un bon séjour. Et j'ai fait 2 semaines dans Dakar. Je ne suis même pas sortie de Dakar. Et tout ce que je peux dire, c'est que Dakar est nerf. Donc, s'il y a des Sénégalais qui écoutent là, voilà le seul mot de Wolof que j'ai appris de tout mon séjour. Non, franchement, c'était le premier pays africain en dehors du Cameroun que j'avais visité. J'étais tellement impressionnée. Et je pense que c'était même la première fois après ce voyage-là que j'ai même considéré que je pourrais retourner vivre en Afrique, quoi. Parce que franchement, ils sont loin, quoi. En tout cas, selon moi. Et justement, pendant mon séjour là-bas, ça va même nous emmener à notre premier affairage du jour, parce que vous savez, les amis, le temps, c'est de l'argent. Mais pendant mon séjour là-bas, j'écoutais les nouvelles, et puis les nouvelles n'étaient pas très bonnes, parce que bon, si le cycle de nouvelles est plutôt triste. Avant de partir, j'entendais dire qu'il y avait eu plusieurs bateaux de migrants clandestins qui quittaient le Sénégal en essayant d'aller en Europe, plus particulièrement aux îles Canaries, donc qui appartiennent à l'Espagne, qui ont fait des naufrages. Donc je me rappelle pendant la première semaine où j'étais là-bas, on a annoncé environ 140 morts dans un naufrage sur un bateau qui avait genre 200 personnes. Et justement, ce matin, je regardais les nouvelles, je regardais France 24 avant de sortir, et je voyais que les îles Canaries expliquaient qu'ils avaient atteint un nombre record depuis plus de 10 ans de personnes qui arrivent de manière clandestine sur l'île. Samedi seulement, il y a 1600 personnes qui sont arrivées. Ah, quand même. Et dimanche, il y a eu 600 personnes. Pour les gens qui quittent le Sénégal, c'est en bateau en tout cas. Donc, c'est un des points d'entrée les plus proches. Juste pour montrer l'ampleur, ils ont 7 fois plus de migrants clandestins cette année que l'année dernière. 7 fois. Et depuis le début de l'année, ça fait au moins 11 000 personnes qui sont en train d'essayer d'y aller. Et c'est à cause de quoi alors cette augmentation? Est-ce que c'est à cause de la COVID? Parce qu'est-ce qui se passe au Sénégal en ce moment? C'est ça qui est encore, qui n'est pas très clair. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, dans les nouvelles, ils annonçaient que les chiffres sont records et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Parce que le seul changement concret qu'il y a entre cette année et l'année dernière, c'est la COVID. Donc, on pourrait peut-être supposer qu'avec la COVID, l'économie a subi un tellement grand choc que les gens qui étaient déjà dans des situations de précarité sont encore plus dans des situations difficiles et donc cherchent espoir. Mais il n'y a pas encore eu de théorie concrète bien expliquée par des chercheurs, par des sociologues, etc., qui expliquent pourquoi il y a autant de personnes. Parce que moi, j'aurais peut-être pensé que potentiellement que l'économie du Sénégal repose sur le tourisme, mais en vrai, non. Je pense qu'il y a une grande partie de l'économie du Sénégal qui repose sur le tourisme. Avec la Covid, le tourisme a diminué, puisque même beaucoup des points touristiques étaient fermés pendant longtemps. Moi, quand je suis arrivée, on m'a dit que, par exemple, la maison des esclaves sur l'île de Gorée venait à peine de réouvrir. Pendant la majorité de mon séjour, le monument de la Renaissance n'était pas accessible non plus. Et en plus de ça, le Sénégal fait partie des pays qui ont mis en place la réciprocité lorsque les pays d'Europe ont mis le Sénégal sur liste rouge. Donc aujourd'hui, si tu viens d'un certain nombre de pays européens occidentaux, pour entrer dans le pays, il te faut une autorisation spéciale. Donc, le tourisme est beaucoup moins élevé. Si justement c'était des personnes dont les revenus reposaient sur le tourisme, ce sont des revenus qui n'existent presque plus. Et en plus de ça, j'ai lu une autre théorie, je ne sais pas si c'est vrai, mais les gens disaient qu'il y a beaucoup de bateaux de pêche illégaux chinois qui viennent pêcher au bord du Sénégal et qui du coup enlèvent des revenus
aux pêcheurs locaux. Ça ferait plus de sens comme théorie. Parce que moi, je me dis en fait que, je sais pas, hein, que le Dakarois moyen n'aura pas peut-être tendance à quitter le pays, mais que quelqu'un qui est peut-être dans une ville un peu plus petite, un peu plus délaissée, loin de la métropole où il y a moins d'opportunités en fait, ben c'est normal en fait que cette personne-là veuille quitter le pays. Bon, je pense pas que ce soit que les Dakarois, je pense que ce sont des gens à travers le pays. Ouais, mais je pense j'ai vu le truc de la pêche là 1-2 fois. Mais l'histoire est tellement récente et tellement courante que je pense qu'il n'y a pas encore eu assez de recul pour pouvoir avoir des explications claires sur le pourquoi. Et là, j'ai vu que la communauté sénégalaise sur les réseaux sociaux a commencé à essayer de mettre la lumière sur ce qui se passe. Parce que quand tu regardes dans les news et tout, on te dit, ouais, il y a eu 140 morts. Mais de tous les tweets que moi, j'ai vus des Sénégalais, on nous parle de 480 morts dans les derniers 10 jours, 2 semaines. C'est énorme. C'est énorme. Je sais pas, je pense que c'est dur à quantifier, mais 480 personnes dans les derniers 10 jours qui sont morts noyés ou qui ont disparu, c'est inconcevable. Et c'est des gens qui sont à la recherche d'un meilleur lendemain, quoi. Et des gens. Et donc là, les Sénégalais disent qu'ils vont faire un deuil national le 13 novembre qui arrive. C'est pas encore clair ce que ça implique, mais en tout cas, il y a des hashtags, genre deuil national Sénégal, what's happening in Sénégal, Sénégal immigration, pour ceux qui veulent suivre un peu ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on a tellement toute notre vie entendu parler d'immigration illégale que de temps en temps, on perd un peu notre sensibilité par rapport à ces choses-là, quoi. En mode, ah mais oui, on connaît tous quelqu'un de près ou de loin qui a essayé de traverser ou qui a traversé ou qui s'en est sorti, etc. Et c'est très normalisé. Mais je pense qu'il y a quand même grave de se dire que des gens sont prêts à perdre leur vie parce que ce risque-là est beaucoup plus faisable que de rester dans leur pays pour vivre parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités pour eux. Et c'est aussi choquant pour moi de me dire que, je sais pas, moi, je n'ai pas entendu Macky Sall faire des grands discours pour dire qu'on a perdu 480 personnes, voilà ce qu'on va faire. Je sais pas, peut-être qu'eux aussi, ils sont en train de faire l'état des lieux, quoi. Ils savent peut-être pas pourquoi les gens partent. Je sais pas si le Sénégal est en situation de conflit. Donc, en fait, s'il n'y a rien d'apparent qui fait que les gens partent, ben je pense que c'est normal qu'ils soient un peu silencieux. C'est sûr que normalement, ils devraient au moins reconnaître ce qui se passe, mais je pense que le public aussi s'attendrait à ce qu'il apporte peut-être une solution ou une proposition ou explique les causes, quoi. Oui, mais il peut déjà commencer par dire voilà ce qui se passe, c'est grave, on est en train d'essayer de comprendre. Exactement. Mais le fait de ne pas en parler du tout, c'est un peu Mais le deuil national, là, le deuil national, c'est une initiative des citoyens, c'est une initiative des internautes. Et même, je trouve que c'est tout nouveau encore, ça n'a pas encore bien pris. Moi, j'ai vu quelques tweets par-ci par-là parce que je suis des Sénégalais sur les réseaux, mais pas plus que ça. Mais c'est aussi ça dont on se parlait la dernière fois, que franchement, l'expérience de la diaspora dans un pays africain, c'est pas la même chose qu'un local, hein, parce que justement, il n'y a même pas 5 minutes, on disait Dakar est doux, le Sénégal est doux, voilà, ça vaut la peine de visiter, mais il y en a qui essaient de fuir justement d'un point de vue local. Donc. Et ça, c'est un gros contraste qu'on oublie facilement, surtout quand on vient de communautés privilégiées, on va en visite les pays, on dit « Ah, mais ce pays, c'est trop bien, je comprends pas pourquoi les gens ils voudraient quitter, oh my God !» Mais non, la vie est dure pour les gens sur place, il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes d'opportunités, il y a des problèmes d'alphabétisation. Puis, même si le pays veut reposer sur le tourisme, bon, même dans le tourisme, il y a un nombre limité d'opportunités pour les gens. Et ça, ce n'est pas qu'un problème sénégalais. Hein. Là, aujourd'hui, on parle du Sénégal parce que ce sont des bateaux qui quittaient le Sénégal qui ont eu ces problèmes-là, mais c'est un problème de toute l'Afrique subsaharienne. Ouais. Tous les jours, tu as des bateaux qui partent, plein de gens. Et ce qui fait peur, même, moi, je lisais dans les témoignages, hein, il y a un monsieur qui avait mis ses enfants sur le bateau, des adolescents. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont choisi par eux-mêmes de partir, c'est un parent inquiet pour le futur de ses enfants. Ça démontre à quel point il faut être désespéré là pour mettre ses enfants probablement sans tutelle parentale et les amener en fait dans un pays étranger comme ça. Il faut vraiment être désespéré. Franchement, pour les parents qui sont dans ces situations-là, oh my God, c'est horrible. Je sais même pas quoi dire. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilisation parce que oui, ok, les pays doivent mettre en place des opportunités et tout pour que les gens puissent s'imaginer un avenir meilleur. Mais je pense que ce dont on oublie souvent de parler, c'est aussi le fait qu'il y a toute une industrie, parce que c'est un business. Si quelqu'un veut traverser, là, il doit trouver des passeurs, il doit trouver des gens qui vont l'aider, il y a des gens qui gèrent les pirogues, il y a des gens à chaque étape. C'est toute une mafia qui se fait énormément d'argent et qui fait la promotion de cette vie meilleure en Occident. C'est ça que j'avais rajouté quand on parlait de cause tantôt, parce que je me suis dit, je sais que par exemple, au Cameroun, on appelle ça avoir le réseau. Donc, quand tu as le réseau, c'est justement que tu es capable d'aller à l'étranger de façon clandestine. Et moi, je me disais, mais s'il y a une augmentation
augmentation qui est remarquée. Est-ce que c'est peut-être parce que justement ce réseau-là s'est agrandi, s'est amélioré, est optimisé pour justement prendre plus de personnes? Et il a dû se passer quelque chose même d'un point de vue logistique dans ces réseaux parce que je me dis, à la base, ils doivent avoir des capacités limitées normalement. Donc, il y a quelque chose qui a dû changer récemment. Oui, franchement, affaire à suivre. Je ne sais pas trop ce qui peut expliquer. Et quelque chose même que je te disais récemment, c'est que je trouve ça paradoxal quand même de voir les gens fuir avec une aussi grosse intensité. Nous, les petits privilégiés de la diaspora, on parle de rentrer en Afrique. Parce que Abidjan est doux. Parce que Dakar est doux. Dakar est net. Les gens qui veulent rentrer en Afrique parce qu'ils veulent sauver leur continent, parce qu'ils estiment qu'il y a tout à faire. Ou même parce que je rajoutais que parce qu'on a souvent aussi dans la diaspora, peut-être pour ceux qui ne sont pas nécessairement nés sur le continent ou bien qui ont quitté très jeunes comme moi, ben c'est sûr qu'on a tendance aussi à idéaliser et même avoir une vision utopique de la vie en fait sur le continent. On ne comprend pas nécessairement les réalités jusqu'à ce qu'on s'établisse, quoi. C'est ça. Je pense qu'il y a un mélange de choses. Il y a le fait d'idéaliser, comme tu as dit, de ne pas comprendre les réalités. Et puis, il y a aussi, je pense qu'une bonne partie de personnes aussi qui vivent dans des situations tellement privilégiées où souvent tu n'es pas confronté aux gens qui souffrent assez pour vouloir quitter. Ça fait pas partie de notre quotidien, donc on n'y pense pas souvent, sauf quand on regarde les nouvelles et puis on voit ce genre de choses. Je pense aussi que dans la diaspora, étant donné qu'on vit en Occident, on a aussi la pensée plus capitaliste où quand on regarde le continent, on ne voit qu'opportunité en fait. Peut-être au niveau local, ben, les citoyens voient des difficultés là où on voit l'opportunité. Et malheureusement, parce que quand on rentre, on est généralement dans des environnements privilégiés, comme tu as dit, les difficultés que les locaux vont rencontrer, nous, on va probablement pas les rencontrer comme eux, ou on va les rencontrer avec beaucoup plus de confort. Et je pense aussi qu'il y a aussi tout un mythe aussi, sans se mentir, qui est mis sur l'Occident. Tant que tu n'as pas vécu en Occident là, et tu n'as pas été désillusionné je vais pas dire cet endroit parce que chaque pays a ses réalités. Tant que tu ne l'as pas fait, tu peux pas comprendre quelqu'un. Et ça arrive souvent quand tu rentres au pays, tu dis aux gens, ouais, moi je veux rentrer plus tard. Les gens disent, mais tu viens faire quoi ici? Il y a rien ici, reste là-bas, ça va que tout se passe. Parce qu'en Occident, il faut travailler. La vie est dure. La vie est dure. La vie est dure partout. Et il y a des niveaux, quoi. Il y a des niveaux. Et puis chacun choisit sa difficulté dans la vie qui est là. Je pense qu'il y a un manque de sensibilisation sur les réalités qui attendent les gens en Occident. Et quelque chose dont on ne parle pas souvent et sur lesquels on aimerait voir des reportages, des documentaires, c'est une fois que les gens immigrent et puis ils arrivent là-bas, quelle est la quantité qui aimerait même rentrer dans son pays parce qu'ils se rendent compte que finalement, ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient et qu'ils auraient pu mieux se débrouiller s'ils étaient restés sur place. Et on n'en parle pas souvent. Et puis, je pense que les gens eux-mêmes, une fois qu'ils immigrent, ça a été tellement dur que c'est dur d'accepter le fait qu'ils voudraient rentrer chez eux, en fait. Et surtout que souvent, même ceux qui ont immigré et qui sont peut-être à l'étranger depuis 10, 20, 30 ans, l'idée de rentrer, ça veut dire que tu dois tout recommencer. C'est pas comme si, comme on dit toujours, c'est pas parce que tu as quitté l'Afrique que l'Afrique est là en train de t'attendre. C'est aussi ça en tant qu'immigrant, c'est que si on veut faire un retour en Afrique, ben, on doit en fait se réintégrer à ce mode de vie, à cette population, se refaire des contacts et tout. Donc, c'est pas évident. Ouais, pas évident du tout. Écoute, je vais pas faire traîner le sujet pendant plus longtemps. C'était vraiment question de s'assurer que les gens sont au courant de ce qui se passe. J'espère qu'on aura plus d'informations, en tout cas sur les causes de cette haute migration. J'espère que les autorités sénégalaises et même des autres pays pourront essayer de mettre des mesures en place pour gérer la situation. Et on espère aussi que les îles Canaries et puis les pays qui reçoivent ces migrants-là vont trouver des manières de pouvoir accommoder toutes ces personnes-là parce qu'ils disent qu'en une semaine, ils ont reçu autant de personnes que l'année dernière au complet. Donc, ils n'ont pas les infrastructures non plus pour recevoir ces gens-là. Et ce sont des gens qui font le voyage dans des conditions vraiment difficiles. Et une fois qu'ils arrivent, ce n'est pas mieux. Il faut pas oublier qu'il y a la Covid, en fait. Il y a des fois, j'oublie qu'on est dans une pandémie mondiale. Donc, ils sont tous allés coller dans le bateau. Ils arrivent là-bas. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Mais en tout cas, on va passer au deuxième affairage du jour. Qui n'est pas non plus si joyeux que ça, mais voilà, c'est le cycle des nouvelles et tout est noir. Donc, on voulait en fait discuter de toute cette question de restitution d'art dont on entend parler depuis presque une décennie. Et en fait, je voulais juste faire un retour et peut-être donner une mise à jour de ce qui se passait par rapport à cette situation. Donc, pour ceux qui se souviennent peut-être, en 2016, Patrice Talon, le président du Bénin, avait fait une demande officielle de restitution d'œuvres d'art qui avaient été emportées pendant la conquête coloniale. Et il avait fait cette demande-là à la France. Et on lui avait en fait répondu en gros que
comme c'est des œuvres qui sont déjà intégrées dans plusieurs musées français publics depuis plusieurs années, que ça fait partie du patrimoine et on ne peut pas vous rendre vos œuvres, quoi. C'est ça qui s'était passé, c'est ça qui a comme un peu provoqué toute cette initiative-là. Et Macron, quand il était allé à Ouaga, le fameux voyage qui était rempli de beaucoup de pics qu'il avait lancé dans le contexte de la restitution d'art, il avait dit en fait que son objectif était d'avoir d'ici 5 ans toutes les conditions réunies pour pouvoir organiser en fait la restitution temporaire ou définitive du patrimoine africain dans le fond à l'Afrique. Donc, il avait déclaré ça en 2017 et donc 5 ans plus tard, ce serait justement aux alentours de 2022 qu'on s'attend à ce que ces œuvres-là soient restituées. Donc, après cette déclaration de notre cher Manu à Ouaga, la France a commencé à s'engager à retourner ces œuvres d'art. Donc, apparemment, ils avaient identifié 26 œuvres d'art du patrimoine béninois qui avaient été pillées genre dans les années 1800. Là. Ils avaient décidé justement qu'ils allaient retourner ces œuvres-là. Et ça, c'était à la suite d'un rapport que Macron avait apparemment commandé. Le problème, en fait, avec toute cette question de restitution, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre sur la quantité d'œuvres qui devraient être retournées parce qu'il y a des spécialistes qui estiment qu'il y a des dizaines et milliers d'œuvres, en fait, qui ont été pillées, volées pendant en fait l'époque coloniale. Et il y a d'autres spécialistes français, de musées français comme ceux du quai Branly, qui disent que on essaie de politiser la conversation, que la France n'a pas tout pillé. Mais, en fait, c'est simple. Je pense que souvent, on cherche à rentrer dans des grands débats. C'est pas compliqué. Ils sont venus, ils ont pris pour partir. On veut récupérer. C'est pas politisé ou quoi que ce soit. Mais ce qui me fait même rire dans l'histoire, c'est qu'ils estiment en fait qu'on ne peut pas enlever ces œuvres de leur musée public parce qu'en fait, c'est des collections qu'ils considèrent comme des dons inaliénables, qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas redonner nécessairement. Et c'est justement là où le projet de loi que la France essaie d'établir rentre dans l'équation. Mais même avant même qu'on commence à parler de cette loi, il y a toute une question aussi sur l'origine des œuvres parce que, par exemple, si on considère des artefacts de l'Empire malien, quand tu redonnes les œuvres, tu redonnes à qui? Tu redonnes au Sénégal, tu redonnes au Mali, tu redonnes à la Côte d'Ivoire, tu redonnes à qui concrètement? Donc, il y a ça qui rentre en jeu. Je pense que du côté français, en tout cas, la solution qu'ils préféreraient, ce serait en fait qu'on se partage les œuvres un peu comme si on a divorcé, on fait une garde partagée, quoi. Je pense que c'est la solution la plus juste parce que malheureusement, sauf s'ils sont prêts à venir effacer les frontières qu'ils ont dessinées à la règle après la Seconde Guerre mondiale, s'ils ne sont pas prêts à venir faire ça pour remettre de l'ordre dans le désordre qu'ils ont foutu, il va falloir faire ça. Et je pense que de mon point de vue, c'est beaucoup mieux que de garder les œuvres en Europe en ce moment en se disant « Ah, on ne va pas les ramener parce que franchement, si on les ramène, on ne sait pas à qui on les donne. » Ils n'ont qu'à donner un peu dans chaque pays. Il y a des pays où c'est évident parce qu'il y a des pays où les peuples ont été un peu moins divisés. Mais dans les cas comme l'Empire du Mali, là, il y a le Mali, il y a la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire, il y a un peu le Sénégal, il y a peut-être un peu le Burkina, etc. Je pense qu'ils ont volé assez d'œuvres pour pouvoir diviser et puis donner un peu partout. C'est exactement pour ça que moi, en fait, cette idée de partage, je trouve que c'est une solution à court terme. Pour moi, si vous avez volé, que vous avez justement une connaissance de l'art qui est profonde et que vous pouvez travailler avec les experts locaux pour identifier de façon approximative vers quel pays ça revient, pour moi, c'est le travail à faire, quitte à faire des erreurs dans la répartition. Moi, je considère que c'est mieux que ce soit mal réparti potentiellement, que ce soit en France, parce qu'une œuvre d'art, en fait, c'est le patrimoine que tes ancêtres te laissent. Hein. Donc, le fait que ce soit à l'étranger ou hors du continent, moi, je considère que c'est quand même problématique. Donc, c'est ça. Donc, le premier projet de loi de la restitution définitive de ces œuvres avait été examiné, je pense que c'était en juillet 2020, là. Et justement, en octobre, donc le mois passé, l'Assemblée française s'est prononcée sur la question. Donc, ils ont voté en fait le test de loi qui visait, comme je mentionnais plus tôt, à retourner les 26 œuvres au Bénin. Je pense que c'était au Sénégal aussi. Donc, le texte de loi est passé à l'unanimité. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et et justement, je considère que c'est une petite victoire pour Patrice Talon parce que c'est vraiment lui, en fait, qui a vivement, en fait, mis à l'avant cette initiative. Une fois que c'est passé, il a même lancé quelques critiques quand même, là, parce qu'il considère que le retour se fait trop lentement, que sur les milliers d'œuvres qui peuvent retourner, pourquoi seulement 26? Comment même ils ont choisi les 26? Ça, en fait, parce que je ne crois pas que ça s'est fait en collaboration avec le Bénin. Franchement, je trouve ça fou quand même que
que ce soit nous qui devions aller les supplier pour nous rendre notre propre chose. C'est même pas normal. Ils doivent faire passer des lois carrément pour des choses qu'ils ont volées. Je te dis. Et qu'ils exposent dans leur musée et qui sont des sources de revenus pour eux. Et justement, par rapport à ça, je trouve que ça ouvre la porte et on l'a même constaté, la Côte d'Ivoire, justement, ton pays a aussi commencé à faire des réclamations. Le Ghana a fait des réclamations. Nous, on a le temps pour ça. Ah oui. Parce que la Côte d'Ivoire, en termes d'art, vous négligez, mais non, en Afrique subsaharienne, c'est ça. Oui, une des chances qu'on a, et puis sûrement le Cameroun aussi, parce qu'on fait partie des pays qui ont beaucoup de diversité ethnique à l'intérieur même, c'est que justement, on a les Akans, on a les gens de l'ancien empire du Mali, etc. Il y a tellement de différentes cultures dans nos pays que ça fait qu'on a une diversité artistique de ouf. Et je pense que vous avez quand même un gouvernement qui semble être alerte sur la scène internationale. En tout cas, dans les articles que je vois souvent, la Côte d'Ivoire est mentionnée. Oui, le Cameroun a une diversité ethnique, mais je ne sais pas si notre ministère de la promotion de l'art est alerte comme ça, parce que je ne crois pas que le Cameroun a réclamé quoi que ce soit, quoi. Alors qu'on a beaucoup d'intérêt à le faire. Justement, je me souviens quand j'étais allée à Chicago, à l'Institut d'art de Chicago, ben, ils avaient plein d'œuvres d'art. Bamileke, c'est ma tribu, là. Et moi, j'étais choquée parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à voir ça peut-être en Europe et tout. Je suppose qu'ils ont des échanges entre musées, là, mais... Ouais. En tout cas, le Cameroun n'a rien réclamé. Donc, comme je disais, la Côte d'Ivoire a réclamé, le Ghana a réclamé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre la porte à des pays comme, par exemple, la Grèce, de faire des réclamations aussi. Mais ils n'ont qu'à réclamer, chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes. Ils n'ont qu'à réclamer, pardon. Alors là, chacun se gère. Et justement... Et j'espère que quand ils vont réclamer, ils vont attendre aussi qu'on fasse la loi pour eux, quand même. Mais moi, c'est tellement ridicule. Je pense qu'ils font de la bureaucratie seulement pour ralentir le processus de retour. Parce que faire toute une loi pour retourner 26 articles... Quelque chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que dans le monde de l'art, les œuvres qui sont au musée la majorité du temps appartiennent à des collectionneurs. Et le musée va emprunter l'œuvre au collectionneur d'art pour la mettre au musée. Donc, qu'est-ce que tu dis au collectionneur d'art qui a payé des centaines de milliers d'euros pour avoir son truc? Qu'est-ce que tu fais après concrètement? Et je pense que ça, c'est une réalité à laquelle on ne pense pas et que les gouvernements doivent mettre en place parce que est-ce que tu les repayes? Est-ce que tu leur dis « Ah, oups, nos ancêtres ont volé, donc finalement, tu perds juste ton argent ?» Ben, je pense que c'est pour ça qu'il y a un grand débat sur les origines, en fait. Parce que justement, les collectionneurs et les musées sont en train de dire « Mais est-ce que tu peux prouver que ça vient de tel pays ou bien est-ce que tu peux prouver même que ça appartenait à tel empire ou tel général ou tel je sais pas quoi ?» Donc, je pense que en fait, c'est tellement plus complexe qu'on ne pense initialement, mais je pense aussi que la France va aussi rendre ça complexe parce que c'est pas à son avantage nécessairement de retourner ça dans les plus brefs délais. Aussi même, je considère que le plus grand défi, là, ce sera vraiment les conditions de conservation et d'entretien de ces œuvres parce qu'apparemment, une fois que certaines œuvres sont rendues, on voit des objets d'art disparaître une fois qu'ils sont restitués. On voit des objets d'art qui sont mal entretenus. Donc, je pense que ça aussi, ça va être un grand défi. C'est vrai que c'est avec beaucoup d'humilité que je vais dire que beaucoup de pays d'Afrique ne sont pas connus pour leur capacité à conserver l'art, pour la qualité de certains musées, etc. Mais quelque chose qu'on oublie, c'est que cet art-là, ils l'ont pris chez nous. Exact. Et si ça a pu tenir des générations et des générations dans les communautés où l'art a été pris, c'est que d'une manière ou d'une autre, si on fouille dans les techniques ancestrales, on avait nos manières de conserver cet art-là. Et qu'on n'a pas besoin d'y aller de manière tu sais, très carrée avec la manière dont un musée doit conserver de l'art, etc. Non. Vous avez besoin de prendre ça chez nous, c'était bien, non? C'est comme d'une manière ou d'une autre, on va se gérer. S'il y en a un peu qui se gâtent là, on va faire encore. Mais de toute façon, ça se gâte, c'est pour nous, anyways. Donc. C'est pour nous, en fait. C'est quoi votre problème dedans, quoi? Si ma robe se déchire, c'est ma robe. Ma robe. Mais je veux pas qu'elle se déchire sur toi et je veux pas que toi, tu la portes. C'est ma robe. Exact. Tant que ça se déchire sur moi, c'est correct. Voilà. Et en fait, dans toute cette question d'entretien, moi, je considère même que les pays occidentaux, ils ont tellement pillé que, oui, ils ont une certaine avance dans les techniques de conservation. Donc, nous, je pense qu'éventuellement, avec le temps, on va aussi développer, améliorer, optimiser nos techniques de conservation. Donc, je ne considère pas que l'argument de « Oh, vous ne pouvez pas entretenir ça si on vous rendait de toute façon », pour moi, ce n'est pas un argument qui tient la route. Non, et puis je pense aussi que ce que les Européens ont fait aussi, c'est qu'ils sont venus prendre des trucs qui, quelquefois, étaient des objets de la vie de tous les jours. Ce n'était pas supposé être de l'art. Exact. Ils ont pris, ils y ont mis de la valeur
parce que, bon, on fait des trucs géniaux. Donc, ils ont mis de la valeur et puis ils ont décidé de conserver. Mais si tu es venu prendre une cuillère en bois que les gens en 1204 utilisaient pour manger, Gars, ça n'a pas besoin d'être dans une boîte de verre, la cuillère en bois. Non. Et le but, c'était pas que la cuillère en bois soit encore là en 2020. Donc, laissez-nous, rendez-nous nos trucs et puis on va voir ce qu'on considère comme assez important pour conserver et ce qui ne l'est pas. Tout n'a pas besoin d'être conservé pendant longtemps. Ok, vous avez décidé que c'était de l'art, mais nous, ce sont juste nos manières de vivre. Point. Peut-être qu'un jour, on va prendre une cuillère en acier de chez Ikea et puis on va dire que c'est de l'art. Who knows? Mais je pense que même les objets de la vie de tous les jours, pour moi, ça compte comme l'art parce que c'est une façon aussi de documenter en fait comment certains peuples vivaient anciennement. Donc, ça compte. Mais je voulais même... Tout peut compter comme de l'art. Même moi, là, où tu me vois là, je suis une œuvre d'art. Oui, excusez-nous. Hein. Excusez-nous. Oui. Excusez-nous. Mais mettez-vous à niveau. Je voulais aussi parler en parallèle des activistes panafricains comme le Congolais Wazulu Biabanza, là, qui en fait... Ça, c'est mon gars. Ah non, lui, il nous a trop enjaillés, quoi. Donc, lui, il fait le tour de quelques musées, il s'empare des œuvres d'art dans plusieurs musées européens avec ses collègues, justement, qui sont aussi des activistes panafricains. Et il dit, en fait, que pour lui, c'est un geste politique. Non, Laurence, tu n'as pas bien expliqué. Tu dis qu'il s'empare des œuvres d'art. Il emprunte. Il s'en va au musée, il reprend, il revole. Et puis il s'en va. Et justement, quand on l'accuse de tentative de vol, le bon tonton, il dit qu'il n'y a pas de tentative de vol puisque tous les objets ont des titres de propriété qui sont faux. Et puis c'est tout! Mais et puis la raison. Et en fait, il considère que justement, il faut modifier le code du patrimoine français pour justement insérer ce principe de restitution. Et en fait, il estime que aussi... parlant, rapidement, hein? Comment il fait? En fait, quand tu vas au musée, là, il y a le truc. Quand tu vas au musée, justement, l'objet qu'il a saisi, c'était comme une espèce de bâton. Tu vois, quand tu vas au musée, il y a des items qui sont sécurisés et il y a des items, par exemple, comment on appelle ça? Le truc pour taper un mortier, par exemple, un objet comme le mortier. Ah, le pilon du mortier, quoi. Ou même, le pilon du mortier ou même le mortier ne sera pas nécessairement enfermé quelque part, quoi. Je me souviens, encore une fois, quand je suis allée à Chicago, là, il y avait plein d'items qui étaient autour. Oui, il y avait des gardiens de sécurité à la porte et des indications de ne pas toucher. Mais techniquement, là, si moi, j'étais inspirée et que je voulais faire mon activiste panafricain, là, moi aussi, j'aurais porté ma part. Il y avait ma tribu là-bas. Tu prends et tu cours. Quoique, avec le COVID, là, mon cardio n'est pas trop ça, là, mais... Donc, c'est ça. Et en fait, lui, il considère que si les pays comme le Congo ne font pas de demandes et qu'il y a des pays en Afrique, par exemple, qui ont des pseudo-gouvernements, on va dire, alors lui, il va s'en charger. Il va essayer de pailler justement au manquement de ces gouvernements-là en récupérant les œuvres d'art au calme. Mais quand il prend là, il met ça où après? Il court avec. Oui, mais... Et après, il fait des vidéos sur Facebook en live jusqu'à ce qu'on l'arrête, quoi. Franchement, dans la vie, là, il y a tout ça. Qu'on arrête, quoi. Mais je pense que ça permet, ce genre d'acte permet en fait de garder toute cette conversation autour de la restitution d'art, comment dire, top of mind, quoi. Je ne sais pas le terme en français. Oui, top of mind. Hein? Apprenons un peu l'anglais. Top of mind. C'est toujours toi qui traduis pour moi. Rester dans les manchettes. Donc, c'est ça, ce genre d'action, en fait, d'activistes permet justement que cette question de restitution d'art-là reste dans les grandes lignes de la presse, quoi. Donc, parlons même de ces activistes panafricains et congolais. Ça me rappelle qu'au dernier épisode, Aïssata avait justement mentionné le hashtag Congo's Bleeding. Et je pensais justement que, comme on parlait de ces activistes-là, c'était un bon moyen de faire un petit retour sur ce qui se passe au Congo. En fait, ça fait tellement ça fait des décennies, en fait, qu'il y a des conflits au Congo. Et comme Aïssata le mentionnait plus tôt, on a presque l'impression que c'est normalisé ou bien que le public n'a pas la même sensibilité face à ça qu'elle devrait avoir. Donc, comme on le sait tous, le Congo se fait piller depuis le début des temps, presque. Et on constate justement que le taux de mortalité, même au Congo, est 40% plus élevé que la moyenne africaine. Ça, c'est la moyenne africaine en Afrique subsaharienne. Et ça, c'est énorme parce que déjà, le taux de mortalité en Afrique subsaharienne... C'est ça que j'allais dire, est déjà assez élevé. Exactement. Et plus récemment, je pense qu'aussi, il y a des conflits entre deux ethnies, Emma et Lendu, qui s'affrontent encore une fois depuis des décennies pour la réappropriation des terres.
Et je pense que l'ethnie Lendu refuse de voir les étrangers justement exploiter leurs ressources locales comme l'or, sans compter la surexploitation des enfants dans les mines de coltan, dans la région de Kivu, ou aussi par des groupes armés, ou aussi on a vu plusieurs morts. Donc, moi, en fait, je voulais juste encourager nos auditeurs à s'informer sur ce qui se passe au Congo, parce que justement, on parle souvent de ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, comment la mort d'un homme peut soulever tout un mouvement, mais quand il y a des milliers qui meurent au Congo, voilà, c'est juste des statistiques. Puis, On n'en parle pas. On passe à autre chose. Franchement, paix à toutes les âmes qu'on a perdues dans cette crise congolaise, et pareillement, même ceux qu'on a perdus au Sénégal, que ce soit à travers l'immigration clandestine. Comme Laurence a dit, rester informé de ce qui se passe. Et puis aussi, le monde va mal, mais essayons quand même de garder notre sensibilité, parce que je pense qu'avec le temps, on peut parler de centaines de milliers de morts et puis passer à autre chose facilement, mais ce n'est pas négligeable. Ok, bon, maintenant on va passer au divers. Ce qui était à la une de l'actualité dans le monde entier, même les dernières semaines, là, c'était les élections. C'était les élections, le thème élection. Il y avait des élections un peu partout, des élections dont on a même trop entendu parler, et puis d'autres un peu moins, mais c'était les élections. Et puis bon, je ne peux pas parler d'élections sans parler de mon cher pays, la Côte d'Ivoire, qui a eu ses élections la semaine dernière. Il paraît que tu as fui pour aller à Dakar. Est-ce que c'est vrai que tu... Oui, je suis une meuf sensible, mais je n'ai pas fui. La vérité, je n'ai pas fui. Il se trouve juste que mes dates pour Dakar ont coïncidé avec la période électorale. Je n'ai pas fui, même si je peux dire qu'il y a tellement de gens qui ont fui la Côte d'Ivoire pendant les élections. Quand j'étais à Dakar, dans l'hôtel où j'étais, tout le monde, et 80% des gens étaient ivoiriens. Quand je descendais prendre le petit déj, je tourne la tête, j'entends un accent. Je tourne la tête, j'entends un accent. J'étais avec ma tante, elle va prendre son café, elle rencontre quelqu'un qu'elle connaît, genre. Et même dans l'avion, tu voyais beaucoup de familles voyager et tout, parce que les gens essayaient de partir au cas où ça ne se passait pas bien. Et pour les gens qui ne savent pas, bon, c'est tout à fait compréhensible, parce que la Côte d'Ivoire a un historique politique très turbulent, si on peut dire ça comme ça. Nos élections ne sont pas connues pour très bien se passer. Donc, les dernières élections qui ont un peu mal tourné, c'était les élections de 2011. Entre-temps, le président qui avait été élu, Alassane Dramane Ouattara, a fait un deuxième mandat. Et là, la raison pour laquelle les gens avaient peur, c'est parce que, bon, pour cette nouvelle élection, le président s'est présenté pour un troisième mandat et ça n'a pas été accepté par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de... L'opposition, en tout cas, a qualifié que cette candidature à un troisième mandat était anticonstitutionnelle et donc les élections n'étaient pas démocratiques. Entre-temps, le président lui-même, qui avait fait changer la constitution après un référendum où les gens ont voté, que selon lui, il ne fait pas un troisième mandat, mais il fait un premier mandat sous une deuxième république. Ou bien une troisième république, ou en tout cas sous une nouvelle république, sous une deuxième république. Bref. Donc, à cause de tout ça, à cause de toute cette incertitude, les gens avaient peur pour les élections. L'opposition a appelé à la désobéissance civile, c'est le terme qui a été utilisé, en disant aux gens n'allez pas voter. Et au-delà de ça, dans certaines villes à l'intérieur du pays, il y avait des gens qui empêchaient les gens d'aller voter de manière qui était quelquefois violente. Mais là, du coup, en fait, quand on parle de désobéissance civile, ça ne joue pas contre l'opposition, parce que si les gens ne votent pas, ben, on voit ce que ça donne, quoi. Parce que le taux de participation était hyper bas. Le bon message, ce serait de voter pour nous, non, l'opposition? C'est ça, en fait. Mais l'opposition, de toutes les façons, a dit que taux de participation haut, taux de participation bas haut. L'élection, s'il ne compte pas, point, parce qu'elle n'est pas démocratique. C'est tout. Ils ne contestent même pas le résultat. Ils disent que l'élection n'a pas compté. Les votes, là, ne comptent pas. Bon. Et qu'on a qu'à mettre en place un gouvernement de transition, etc. Parce que... Mais c'est vrai que reconnaître, en fait, que... encourager les gens à voter, ben, ça permettrait de reconnaître que ça, c'est une élection. C'est ça. Donc, je peux comprendre ce point de vue-là, mais en même temps, exactement, la population qui est traumatisée des événements de 2011, de la dernière élection, c'est sûr qu'ils ne vont pas se soulever encore, là. Donc... Et, je sais pas, hein. Mais c'est vrai que les gens ont quand même un trauma ils ne veulent pas se soulever encore. Mais c'est et clair. Je pense que il y a de quoi, parce que 2011, ça a été n'importe quoi, ça a été un gros carnage, les gens sont restés, les gens ont énormément de traumatismes, et je pense qu'on n'en parle même pas assez souvent. On est juste passé à autre chose dans un mode, ok, Abidjan est où, le pays revit, etc. Mais en tout cas, on est dans la situation, on attend pour voir s'il y a d'autres avancées. En attendant, les résultats ont été proclamés et puis, sans grande surprise, le président actuel, Alassane Dramane Ouattara, est vainqueur.
avec 94% environ des voix, mais un taux de participation de 53%. La bonne chose, c'est que les conséquences, en tout cas, ont été minimes. C'est vrai qu'il y a eu des troubles dans certaines villes. Il y a eu des morts, on ne va pas le nier. Comparé aux autres années, pour l'instant, c'est gérable. Et puis, dans certaines grandes villes comme Abidjan, la vie continue, les gens continuent leur activité. Donc, on va voir. Et en fait, il n'y a pas de contestation de sa victoire Contester victoire. On dit que l'élection, là, n'a pas compté. Les gens ne contestent pas sa victoire. On dit que l'élection... Non, parce que même quand j'ai vu le pourcentage, moi, j'ai rigolé. Hein. Il y a de quoi rigoler. Même notre président s'est respecté, quoi. Lui, il a mis ses résultats dans les 70, quoi. Mais tu vois, il y a de quoi rigoler, mais en même temps, vu que les gens ont appelé à la désobéissance civile, lui peut facilement venir dire que vous avez dit à vos gens de ne pas voter, les miens sont sortis voter. Exact. C'est ça qui rend la situation un peu délicate. Mais on attend de voir ce qui va se passer. Nous, tout ce qu'on veut là, c'est vraiment la paix dans le pays, pour qu'on puisse profiter du pays. Franchement, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, juste la paix. Il n'y avait pas que la Côte d'Ivoire qui avait ces élections. Hein. Entre-temps, nos confrères de Guinée avaient aussi des élections qui se sont passées un peu plus tôt au mois d'octobre. Et eux aussi, ils sont dans des bails de 3e mandat où Alpha Condé s'est présenté pour un 3e mandat. Et apparemment, il a gagné les élections avec, je pense, 59 ou 60% des votes. Donc, un pourcentage légèrement plus respectable. Oui, c'était serré. En tout cas, on a l'apparence, ça donne l'apparence d'une élection serrée. Ça donne l'apparence d'une élection serrée, effectivement. Donc, il y a eu bien sûr des manifestations, etc., parce que les gens ne voulaient pas qu'il se présente pour un 3e mandat. Et la Constitution, à la base, ne lui permettait que de faire 2 mandats, mais il paraît qu'il a changé la Constitution. Voilà. Je disais dernièrement que tous les présidents et les chefs d'État africains, là, c'est comme s'ils ont un groupe WhatsApp où ils se partagent, en fait, les tactiques pour rester au pouvoir. Parce que vraiment, que ce soit Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée, les tactiques de changement de constitution, là, c'est comment? Si même au-delà de changer la constitution et tout ça, l'écosystème politique, en fait, dans nos pays a un sérieux problème où, je ne sais pas si on réalise, mais moi, en tout cas, depuis que je suis née, dans beaucoup de pays, je n'entends parler que des mêmes hommes politiques depuis ma tendre enfance. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de nouveaux noms du tout. Et c'est comme s'il y a un problème de relève. C'est une chose de s'accrocher au pouvoir. Il n'y a pas de problème. Accrochez-vous au pouvoir, on est habitué. Mais préparez un peu la relève, parce que quand vous allez mourir, qu'est-ce qui se passe? Qui se charge de tout ça? Mais c'est pour ça que je dis souvent qu'il y a une différence entre un président qui est négligent et un président qui donne presque l'apparence qu'il n'aime pas son peuple, quoi. Parce qu'un président qui veut vraiment être là pour de la corruption, mais qui a quand même un minimum de considération pour son peuple, va essayer de préparer la relève de « OK, après que j'ai fini de voler, ben voilà la personne que je vais pouvoir mettre au pouvoir. » Et franchement... Si tu veux, dis-toi, c'est qui mon bon petit qui va voler après moi, mais prépare quelqu'un, quoi. Je sais qu'il y avait aussi la Tanzanie qui a eu des élections, là, mais franchement, il y a juste trop de nouvelles pour qu'on gère. Il y a trop de choses qui se passent. Mais je voulais quand même qu'on souligne ce qui se passe aux Seychelles. Donc, il y a Wavel Rakalawanga. J'espère que je ne massacre pas son nom ici. Mais bref, c'est un pasteur anglican, je pense, qui a remporté les élections contre le président sortant aux Seychelles. Et en fait, c'est la première fois depuis 40 ans que un candidat d'un autre parti politique gagne des élections. Donc, c'est quand même énorme. Et je sais que ce dont on parlait avec la Guinée, la Côte d'Ivoire, c'est un peu plus sombre, mais ça, c'est des bonnes nouvelles qu'on reçoit justement des Seychelles. Par contre, le nouveau président, ce qui est intéressant, c'est qu'il a remporté après avoir essayé 6 fois. T'imagines? Il est persistant, hein? Franchement, c'est une belle histoire de persévérance. Et justement, le président sortant pendant la transition lui a souhaité bonne chance. Mais je ne sais pas s'il essayait de lancer un pic parce qu'avec la COVID, Seychelles, en fait, repose entièrement sur le tourisme. Donc, je ne sais pas quand il dit bonne chance, là, c'est... Je sais pas comment je pense que ça vient du cœur quand il dit bonne chance. Et que lui-même, ça avec beaucoup de bonheur, il a dit, mon frère, prends. C'est ça, bon. En fait, prends parce que je ne peux même plus, en fait. Ouais.
de voir qu'un pays africain peut faire une passation de pouvoir sans problème, quoi. Il n'y a pas eu de « Ah, vous n'avez pas bien compté les votes ». Exactement. Et justement, même parlant de comptage de votes et de présidents qui veulent qu'on arrête de compter les votes, Biden, justement, a gagné l'élection américaine contre Trump. Et j'ai même vu passer ça. Plusieurs leaders africains étaient en train de féliciter Biden pour sa victoire. C'est sûr que ce changement de pouvoir aux États-Unis va avoir des impacts sur le continent, bien que, historiquement, en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre, je veux dire, en politique ou en relation Afrique États-Unis, il n'y a vraiment pas de grande différence entre le fait d'avoir un démocrate ou un républicain dans la Maison-Blanche. Ça ne change pas grand-chose. Les analystes politiques vont généralement dire que les Américains sont très dans le symbolique, dans leur politique étrangère par rapport à l'Afrique. Et justement, on va souvent aussi critiquer les Américains parce qu'ils utilisent l'aide financière pour militariser le continent et tout. Mais ce que je voulais quand même souligner en parlant des élections américaines, c'est le fait qu'on a quand même un retour d'un candidat un peu plus normal dans la Maison-Blanche, parce qu'avec Trump, quand il était président, on voyait quand même beaucoup de violations des droits de l'homme qui passaient inaperçus, ou bien qui restaient silencieux, justement, notamment quand il y a eu toute cette situation avec NSARS. Et en fait, je pense que Trump avait tellement de problèmes à gérer dans son administration. Il y avait des employés qui partaient tous les jours. C'était vraiment comme une télé-réalité, en fait. Tout son mandat de 4 ans, il avait trop de problèmes. Il a ignoré le continent africain. Il n'a fait aucune visite en Afrique subsaharienne. Le gars a dit que certains pays, c'était des shitholes. Justement, il a dit donc, ça ne peut pas faire partie de sa stratégie. C'est ça, que l'Afrique et l'Haïti étaient des pays de merde, en bon français. On a vu beaucoup moins d'aide en développement et en investissement. Donc, c'est vrai qu'on est toujours là en tant que panafricain en train de dire « Ah, mais on veut être indépendant des forces occidentales dans les pays où il y a des pseudo-gouvernements, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas toujours l'intérêt de leurs citoyens à cœur. » Mais franchement, de mon point de vue, moi, je considère que je préfère qu'il y ait une intervention internationale en cas de crise ou en cas de violation des droits humains, qu'il n'y ait juste rien. Parce que quand quelqu'un est en situation de guerre ou de conflit, là, tu t'en fous qui vient te sauver. Tu vois, tout ce qui t'intéresse, c'est vraiment que tu de recevoir de l'aide. C'est ça, en fait, tu veux recevoir de l'aide. Et en fait, il y a des analystes qui s'attendent à ce que, justement, le gouvernement mette beaucoup plus de pression sur certains gouvernements africains. Encore une fois, comme j'ai mentionné, le Nigeria avec NSARS. Justement, on a même vu Hillary qui a fait des demandes. Biden, quand il était candidat, il a fait des demandes au gouvernement nigérien de faire quelque chose contre ce qui se passait au Nigeria. Mais en tout cas, on attend de voir comment l'administration Biden, si ça va changer quelque chose dans la politique ou dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Plus j'en parle, plus je me rends compte, Aïssa, que beaucoup de nos sujets là sont très politiques, alors qu'on s'est dit que ce serait un podcast de l'affairage, quoi. Mais notre affairage, là, il est très sérieux. On dirait que, vraiment, je me rappelle quand on planifiait le podcast, on a dit, ouais, nous, on parle pas politique. Et malheureusement, je pense que c'est dur de rester affairé sur l'Afrique de manière consciente et de ne pas aborder les thèmes politiques. Je te dis, il faut qu'il y ait un scandale entre, je sais pas moi, Eto'o, Nathalie Koa, Fally Ipupa. Franchement, il faut des petits scandales. Il faut des scandales parce que franchement, on est fatigué de parler de politique, quoi. Et nos vies ont besoin de légèreté, là. Donc, si les stars peuvent faire des petits trucs, là, s'il vous plaît. Mais je pense que tout ce qui est genre gossip sur le continent, comme il y a la COVID et que voilà, les gens voyagent moins et que les gens peut-être sortent moins, il y a moins d'affairage, quoi. Ouais. Ils n'ont qu'à se débrouiller pour trouver des affairages dans leur vie quotidienne. On a besoin de peps. Bon, en tout cas, je vais quand même... il y a quand même un sujet qui me tenait à cœur. Malheureusement, c'est quand même un sujet politique. Alors que dans la vraie vie... Je suis pas politique tant que ça, mais j'ai l'impression que sur le podcast, on ne parle que de politique depuis 2-3 épisodes. Mais je tenais à souligner ce qui se passe avec le Soudan. Une des bonnes choses que l'administration Trump a fait ou planifie de faire, c'est de rayer le Soudan de la liste des États qui soutiennent le terrorisme. En fait, il y a très peu de pays sur cette liste. Je pense qu'il y avait le Soudan, l'Iran et je pense qu'il y a d'autres pays que j'oublie. Donc, je considère que c'est important parce que quand un pays fait partie de cette liste-là, il ne peut pas faire appel à des fonds, il ne peut pas faire appel à de l'aide de la communauté internationale. Bien que en termes de voyage aussi, je suppose pour les citoyens, il y a des pays où tu ne peux pas aller, où tu ne peux pas avoir le visa, etc. Exact. Mais même au-delà de là, c'est vraiment par rapport aux ententes commerciales aussi que c'est intéressant parce que justement, le Soudan, c'est un pays où il y a souvent des pénuries de nourriture, de carburant, de médicaments carrément, quoi.
parce qu'ils sont en gros sur la blacklist presque mondiale. Et donc, c'est ça. Trump a mis comme condition, par contre, que le Soudan doit compenser les victimes de ces attentats en donnant la somme de 335 millions de dollars. Le Soudan a 335 millions de dollars. C'était ma première réaction. Apparemment, le président ou le premier ministre soudanais a fait le transfert d'argent. Et maintenant, le bon président, il dit qu'il attend la réponse officielle parce qu'apparemment, il a fait le paiement. Mais après, on ne lui a rien dit. Je pense que l'administration Trump devait gérer les élections. Mais imagine. Et Trump maintenant va dire que, OK, c'est bon, moi j'ai fini, il faut demander à Biden. T'imagines, tu fais un transfert à quelqu'un pour payer un truc. Une fois que tu fais le transfert, on ne te gère plus, quoi. La personne te laisse sur lui. Mais ça, ça arrive ici tout le temps, hein, au bled. Je te jure. C'est vraiment incroyable. Donc, en tout cas, je voulais souligner ça. Je ne sais pas quand ce sera officiel, mais c'est apparemment en discussion. OK. C'est une bonne nouvelle au moins. Et puis, je suppose que Trump aura fait une bonne chose pendant son mandat. On va se calmer sur la politique. Hein. On va se calmer plus ou moins, même si la personne dont je m'apprête à parler fait partie du corps politique. Mais ça, c'est vite fait, c'est rapide, c'est léger. C'est pour donner un peu de peps dans vos vies. Donc, mon dernier divers, c'est le fait qu'au Nigeria, ils avaient, je ne sais pas quelle organisation internationale ou quelle ONG ou quoi, avait envoyé des packs de survie qui étaient censés être distribués aux gens pour la COVID. Mais on a découvert récemment que les packs là n'ont jamais été distribués. Ils étaient tous dans des entrepôts. Donc déjà, ça avait choqué les gens. Et récemment, on a une tantine, une députée du Nigeria qui a fait la une. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, elle est venue provoquer les gens. Donc, elle est venue, elle a traité les jeunes. Elle dit que les jeunes sont des fumeurs de drogue et que c'est des chômeurs et qu'ils font n'importe quoi sur Internet. S'ils chôment, c'est à cause de vous? Et tu vois, non. Donc, il y a eu deux choses qui ont été faites. Bon, apparemment, les jeunes sont allés faire du porte-à-porte et tout. Ils voulaient prendre des signatures pour que la députée soit destituée, etc. Les gens dans Internet ont dit, gars, ça, c'est trop long. Ils sont allés fouiller les photos de la go. Et apparemment, pendant la fête de son anniversaire, elle distribuait. Il y a des photos qui montrent qu'elle distribuait les packs de survie qui n'ont jamais été distribués aux populations défavorisées. Là. Elle distribuait ça à ses invités pendant son anniversaire. Et il y a des photos où tu vois de manière claire et nette, elle a fait des gift bags où sur le sac, il y a sa photo à elle et tout. À l'intérieur du sac, qu'est-ce qu'il y a? Le contenu des packs de survie qui n'a jamais été distribué aux populations. Wow! Moi, ce qui me rend perplexe dans l'histoire, c'est le fait qu'elle distribue ça à son anniversaire. Genre, comme on dit en bon anglais, what in the ghetto. Donc, en fait, quand toi, tu organises ton anniversaire, là, tu vas mettre des petits sachets de riz comme cadeau pour donner aux gens parce que généralement, les organismes internationaux, ce qu'ils donnent, c'est du riz, de l'huile, peut-être quelques médicaments. Des trucs de base, quoi. C'est rien de chic, quoi. Chacun fait comme il peut. Non, mais tu rentres avec le riz. J'avoue, hein, tu t'en vas à l'anniversaire d'une go dans le gouvernement et tout, tu vois le gift bag bien joli, tu ouvres, c'est le riz, l'huile. Aïe, une députée en plus. C'est chaud. Mieux, tu donnes rien. Moi, je sais pas c'était quoi sa logique. Je sais même pas c'était quoi sa logique. Ça fait honte, ça fait pitié, gars. En fait, tu veux juste narguer la population, quoi. Je sais pas pourquoi concrètement tu ferais ça, hein. Mais ça a été découvert après qu'elle avait fait ça. Elle pensait qu'elle donnait des vrais cadeaux à ses invités. Donc, il faut se poser des questions sur les goûts de cette madame. Oui. Sur ses standards. Parce que c'est chaud. Donc, c'était ma petite dose de légèreté dans cet épisode. Avant qu'on passe dans notre rubrique qui n'est pas vraiment une rubrique, mais je me rends compte qu'on le fait tout le temps. Ce sont nos coups de cœur musicaux. Disons juste nos coups de cœur, parce que je sais que le prochain podcast, là, je vais venir avec un film, parce qu'il y a 2-3 films que je dois regarder depuis que j'ai pas eu le temps de regarder. Mais en attendant, on reste dans la musique. Laurence, est-ce que tu veux commencer ou bien je commence? Non, on commence. Notre gars a lancé un album, mais je te laisse en parler. Mon mari, mon chéri, mon gars, mon homme. Je cherche d'autres qualificatifs. Mon bébé chou. Wizkid, Wizzy Baby, est-ce qu'on dit Wizzy Baby? Bref, Wizkid a sorti son album. Vous là, l'album est doux, l'album est d'une douceur. Je vois Laurence, elle fait des têtes et tout parce qu'elle n'est pas d'accord. Mais je vous explique, l'album était attendu depuis super longtemps, toute l'année. Il n'arrête pas de dire ouais, l'album, je veux sortir l'album, je veux sortir l'album. Tous les jours, le gars, il ne nous donne pas de date fixe. Il est là, il joue avec nous. Ensuite, il devait sortir ça en octobre. Il y a eu tout le mouvement End SARS et tout. Il n'a pas sorti ça.
Et il a fini par sortir fin octobre, début novembre, là. Exact. Et l'album s'appelle Made in Lagos. Et je me rappelle, je me suis privée de sommeil pour écouter l'album parce que c'est sorti tard la nuit, j'avais sommeil. Première écoute, je pense que ce qui m'avait marqué, c'était l'utilisation du saxophone qui est un peu présent dans la majorité des chansons. Ça rend les chansons tellement smooth. Et c'est pas un album pour danser, quoi. C'est pas un album de turn-up, c'est un album de vibe. Exact. C'est un album de musique de background, c'est un album que tu mets quand tu veux rentrer loin dans tes pensées. Et selon beaucoup de gens, c'est un album de lovage. Si tu veux lover, tu mets l'album avec ton partenaire de love. Ouais, franchement, c'est pas un album. Il y a certains sons là, que c'est pas pour les célibataires. Et en période COVID, là, si tu es célibataire, là, c'est chaud, hein? Bah, nous, ici, les célibataires, on écoute ça. Et puis bon, on se dit que l'avenir nous réserve des meilleures choses. L'avenir sera plus certain, quoi. Mais ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Ma chanson préférée, c'est Blessed, qui est en featuring avec Damian Marley. Cette chanson, genre, je sais pas, quand je l'écoute, je suis transportée dans un autre monde. Je l'adore. Mais j'écoute la musique de manière obsessive. Donc, ça se trouve, dans une semaine, je ne pourrais pas supporter la chanson. Mais en attendant, je l'adore. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé l'album, c'est juste que je suis quand même une grande fan de Wizkid. Et en fait, je m'attendais à un peu plus, mais je comprends que dans le contexte de la COVID, il a livré en fait le genre de musique que les gens ont besoin d'entendre. Parce que voilà, on travaille de la maison, on ne sort plus. Donc, c'est sûr qu'avoir un truc ambiancé n'est pas nécessaire. Et je pense qu'il a compris. Et depuis quelques temps, en fait, on voit comment Wizkid évolue vers justement des sons qui ont plus de saxophone. Même les producteurs avec qui il travaille vont aussi dans ce sens. Et parce qu'il a comme un pseudonyme Starboy qu'il utilise pour un peu tester sa musique. Et il avait déjà lancé, je ne sais pas si c'est un album ou un mixtape précédemment que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui pour moi a donné naissance à Made in Lagos. Donc, l'album dont je fais référence, c'est Soundman, Volume 1. Et justement, même les fans de la Wizkid FC, comme moi, on attendait justement que le volume 2 sorte. Et il nous a donné Made in Lagos, qui franchement, si tu as écouté Soundman, c'est très, très, très similaire. Je pense que c'est juste un peu plus travaillé. Mais je me disais en fait que s'il nous a fait attendre longtemps pour ça, là, je sais pas, je m'attendais à un peu plus, quoi. Mais je comprends en fait le contexte dans lequel on est, surtout que je pense que beaucoup d'artistes en ce moment, si tu sais que tu peux pas aller en tournée à cause de la COVID, ben tu vas pas sortir tes meilleurs sons, quoi. Ce qui est dans la voûte, en d'autres mots. J'ai aimé l'album. Moi, mes préférés, c'était True Love. Oh my God. True Love, Sweet One, Mighty Wine. J'aime beaucoup ce qu'elle Mighty Wine. Ouais. En tout cas. J'ai pas trop aimé le son avec Burna Boy, contrairement à tout le monde, mais... non, je trouve que c'était trop basique pour tous les deux. Mais je crois aussi que ce qui fait la différence, c'est que j'ai l'impression que de moins en moins d'artistes vont en studio ensemble. Je ne sais pas comment le processus d'enregistrement de l'album s'est passé, mais je suppose que chacun a comme fait sa partie et envoyé. Et je pense que des fois, dans la musique, tu le ressens, la cohésion n'est pas pareille. Comparativement à quand des artistes se mettent en studio, et puis, je sais pas, en mode Watch Your Throne. C'est ça, ils travaillent ensemble, ils font les ajustements ensemble, le producteur est là. Pour cet album, il y avait beaucoup de P2J, qui est un producteur, qui travaille beaucoup avec Wizkid. Mais des fois, je sentais que, je peux entendre le fait que vous n'avez pas travaillé comme en équipe longtemps. Je sais pas. Donc, je pense qu'il explore, puis je ne peux jamais me plaindre, en fait, quand mes artistes préférés explorent, parce que peut-être ça va prendre 1 ou 2 albums pour me livrer le son abouti qu'ils recherchent. Exactement. Mais franchement, je suis satisfaite, mais pas trop impressionnée, quoi. Il y a fouille, ma chère, c'est pas grave. En attendant, est-ce que tu veux nous parler de ton crush musical? Parce que l'autre, là, lui, il explore. Lui, là, c'est loin d'être mon crush, hein. Je sais même pas pourquoi. C'est même moi qui parle de lui parce que je n'ai qu'écouté 2 chansons de l'album et je sais que même souvent, je pense à Aïssata qui m'avait dit ça, et même quand je regarde nos statistiques Spotify, on voit que beaucoup de nos auditeurs, en tout cas sur Spotify, sont fans de Dadju parce qu'on peut voir les artistes que vous aimez. Et la dernière fois, je lui avais lancé un pic ici, là. Et là, je sais pas, je suis de retour pour lancer un autre petit pic. C'est pas nécessairement un pic, mais je considère en fait que de nos jours, avec tout ce qui se passe, lancer un album avec 41 chansons, 2 heures, je pense que c'est des 2h47 d'écoute,
Moi, je n'écoute pas. Dès que moi, j'ai vu l'album, là, j'ai seulement dit force à lui, beaucoup de courage, que le Seigneur veille. Parce que j'ai assez de travail comme ça, assez de stress. Je sais que c'est beaucoup de chansons qui étaient déjà dans l'album précédent. L'album précédent était super long. C'est ça. Et j'ai peiné à le terminer. Les 40 chansons que Chris Brown nous avait données, j'ai toujours pas écouté. Je sais pas, je trouve que les albums qui sont plus qu'une heure, c'est pas trop mon truc, à part si tu vas me donner de la qualité. Mais déjà, quand tu me donnes 41 chansons, moi, je considère que ton album n'est pas concis. Donc, c'est soit tu n'es pas assez autocritique pour dire « Ah, cette chanson-là, je l'enlève parce que c'est pas trop ça. » Ou c'est soit que tu travailles seul en studio et que tu n'as personne autour de toi pour dire voilà, 41 chansons, c'est trop. Énorme. Mais il y a vraiment 41 chansons? Oui, j'étais choquée. Bon, dans l'album précédent, comme je te dis, j'étais déjà pas impressionnée. Je pense que c'est son premier album que j'ai vraiment aimé, mais l'album précédent, quand il a sorti les Ouli, Lilia, j'étais comme frère. En fait, je pense que son premier album a tellement bien marché qu'avec son deuxième album, il s'est dit, tu sais quoi, moi, je vais conquérir tout le monde. Featuring en arabe, featuring afrobeat, featuring en français. Il a tout fait. Il a tout fait. Même sans chant qui bouge pas. Tout. Et dans l'album, en fait, il y a une chanson qui s'appelle « Va dire à ton ex ». Et juste pour rejoindre un peu ce que Aïssata disait, par rapport au fait que voilà, il diversifie beaucoup son son, je voulais juste rajouter que dans la chanson « Va dire à ton ex », ben, la production a été faite aussi par Joey Detfilé. Et franchement, c'est carrément son style avec, je pense que c'était un hommage là, avec le compas à la fin, le solo de compas à la fin. Mais je sais pas, j'ai juste trouvé que les chansons que j'ai écoutées dans l'album, oui, j'ai écouté quelques chansons quand même, vite fait. Je sais pas, moi je pense que nos auditeurs qui sont fans de Dadju là, s'il vous plaît, faites-nous une playlist de 7 ou 8 chansons de l'album. Les meilleures chansons, hein, la crème de la crème, et voilà, c'est ça qu'on va écouter, quoi. Je vais pas passer à travers tout ça. En tout cas, moi, je sais qu'il y a une auditrice en particulier, là. Si elle écoute, elle va se reconnaître. Donc, copine, fais-nous une playlist pour qu'on aime mieux ton gars, là. Si je peux rapidement revenir, Va dire à ton ex est une chanson mielleuse. Comme l'album le dit, le miel book, mais la chanson est mielleuse. Et moi, je suis sûre que c'est pas... Enfin, je suis sûre. De mon point de vue, c'est le compas qui rajoute vraiment une belle touche. Et puis, ça se marie bien avec le style musical de Dadju. Et puis, mais en tout cas, donc, force à lui. Félicitations pour le lancement. Son miel book. Je sais pas, tu avais d'autres choses à rajouter sur l'album et les 41 chansons? Non, rien sur l'album. Mais juste pour vous dire que la semaine prochaine, Aya Nakamura Magosio sort son album. Donc, sachez qu'on va en parler parce que je suis prête à aimer l'album. Ah, parlant d'elle même, bon, c'était pas à l'agenda, mais tu as vu son interview sur tout ce qui était... J'ai vu un extrait de 1 minute 30. Allons-y, parlons-en rapidement. Aya Nakamura, elle a fait une interview où elle parlait de misogynie noire. Puis en gros, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ça touche en fait la théorie féministe de l'intersectionnalité qui justement reconnaît que en misogynie noire, ça concerne en fait la race et le genre de la personne. Donc, elle est une femme et elle est noire. Et quand on parle de misogynie noire, généralement, on parle de la misogynie qui est faite aux femmes noires par les hommes noirs. Et en interview, que tu as écouté, je pense que c'est le même extrait qu'on écoutait, elle racontait comment tout ce qu'elle subit principalement en misogynie, tout ce qui est misogynie, là, ça vient de sa communauté à elle. Oui, donc ouais, exactement. C'était vraiment les hommes et les femmes noires qui étaient à la source de beaucoup de critiques négatives et dégradantes qu'elle recevait. Et puis ça fait mal, quoi. Même quand elle poste ces photos simples sur Twitter, là, tu vas en dessous, là, tu regardes les commentaires. Oh my God! Les gens disent qu'elle ressemble à un homme, qu'elle ressemble à une femme trans, c'est un problème, qu'elle ressemble à un animal, qu'elle ressemble, mais c'est horrible. Ouais. Quand elle a vraiment commencé à percer, les premiers commentaires négatifs que moi j'ai vus sur le physique d'Aya Nakamura, c'est de personnes noires, d'hommes noirs. Et chaque fois, tu vas être dans un contexte, ils vont mettre une de ces chansons, tu vas commencer à chanter et tout. Ils vont dire, mais tu la trouves pas moche? Ou genre, toi, tu trouves qu'Aya Nakamura, elle est belle? Alors que leur rappeur préféré, les Jay-Z, machin chose, ils ont une beauté très spéciale, on va dire. Donc, ce qui est encore dommage, c'est la misogynie, mais c'est que quand tu es un artiste homme, on ne s'attend pas à ce que tu sois beau. Quand tu es beau, c'est un plus, point. Mais une femme doit toujours être belle, elle doit toujours être sexy, elle doit toujours être pimpante. Et puis, dès que tu as une beauté qui ne rentre pas directement dans leur code, boum. Et aussi, même, je trouve que quand une femme est noire, on est beaucoup plus exigeant sur
j'ai pas envie de dire le niveau de beauté qu'elle doit avoir parce que la beauté, c'est pas quelque chose qui est sur Sur une son échelle. image, je pense. Sur son image. Ouais. Parce que les chanteuses caucasiennes qui sont average, là, il y en a plein. On dit jamais rien. Mais dès qu'une femme noire ne va pas être exceptionnellement belle, on trouve des choses à dire sur son physique. On est beaucoup ou juste exceptionnelle même dans son art. Hein. Oui. Je trouve que même en tant que communauté, on ne se donne pas le droit d'être moyen, on va dire. D'être moyen. Dans nos stars. Il faut tous qu'elles soient à la Beyoncé, excellente, Black Excellence, mais pour moi, en fait, Aya, elle reflète tout ce qui est Black Excellence, mais en plus de ça, ce qu'elle a dit dans son interview m'a quand même touchée parce qu'elle parlait en fait du fait que les gens la négligeaient parce qu'elle faisait partie d'eux. Donc, comme elle a grandi dans la street, les gens de la street se disent en fait, pourquoi on va te respecter alors que tu es une d'entre nous? Mais au contraire, oui, elle est une d'entre vous, mais elle n'est pas comme vous parce qu'elle a pu justement s'élever et sortir. Elle a pu porter votre voix beaucoup plus haut. Elle est spéciale. Et moi, honnêtement, pour moi, ça, c'est de la jalousie. Oui, parce que les gens se disent justement, elle est comme nous. Donc, pourquoi elle a percé et pas nous? C'est pas comme vous, c'est pas votre collègue. Oh, ce n'est pas... She's not your mate. She's not your mate. C'est pas votre camarade. Et c'est dommage qu'il y ait autant de jalousie dans nos communautés et que les gens n'aient pas pour premier réflexe de se dire « Oh, wow, on a quelqu'un parmi nous qui a percé. Viens, on va tous les lever ensemble pour qu'elle aille plus loin. » Il faut toujours qu'on ait la validation des autres communautés. Et quand les Blancs ont commencé à tous l'aimer, on s'est dit « Mieux, nous aussi, on l'aime. Hein, parce que bon, c'est notre go quand même. Oh my God, une femme. » Mais bizarrement, je sais pas au Canada, mais j'ai l'impression que dans mon cercle d'amis, l'expérience a été contraire. Genre, franchement, là, au contraire, c'est même moi qui a introduit genre Aya à mes collègues français parce qu'à chaque fois que je parlais d'Aya, ils disaient mais elle est trop. Puis moi je suis comme non, moi j'aime Aya en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que dans notre contexte l'expérience était différente où la communauté noire, quand on allait dans les fêtes, dès que Aya passait là, c'était le désordre. Les snaps qui sortaient. Je sais pas, j'ai jamais ressenti que la communauté blanche l'aime, ici en tout cas. Oui, bon, mais ça, tu parles de ton cercle à toi. Donc, par défaut, j'ai envie de dire, on choisit tous les gens avec qui on traîne et puis on a tendance à traîner avec des gens qui pensent un peu comme nous. Donc, je pense que par défaut, on est dans des communautés où, veut pas, les gens sont un peu plus appréciatifs de ce genre de choses. Comme elle a annulé son concert à Laval ou à Montréal ici, on ne saura jamais à quoi... son audience ou son public ressent parce que moi quand je vais en concert c'est une chose que j'aime beaucoup regarder. Par exemple quand j'étais allée au concert de Jay-Z, j'étais choquée que son audience soit un peu plus noire que les autres concerts rap que je suis allée, de Absol, de Kendrick Lamar, de Drake. Si on parle du même concert, Laurence, je pense qu'on y était ensemble, de 444. C'était son album qui était vide. Et je pense que le crowd était beaucoup plus noir parce que c'est un des concerts où il y avait tellement pas de gens qui sont venus que c'était ses vrais fans. Enfin, pas que ses faux fans. Je me mets sur des territoires dangereux. Mais j'ai envie de dire que c'était son album le moins commercial, si on peut dire ça comme ça. Et un album très pro-black. Ouais. Mais quand tu vas dans un concert, tu sais qu'il va faire d'autres chansons, tu vois. Et en fait, il en a fait d'autres, mais tu sais aussi que... Mais en général, tu t'attends quand même à ce qu'il fasse la majorité de ses chansons actuelles. Et Jay-Z, avec le temps, est devenu méga pro-black. Donc, peut-être que... Ouais. Et j'ai entendu beaucoup de gens, j'ai un ami, une connaissance, un ancien collègue caucasien qui m'a dit ça une fois. On parlait, par exemple, de Kendrick Lamar, qui me disait que... il cherchait les mots, hein, mais je vais te résumer ce qu'il voulait me dire et qu'il a dit en d'autres mots. Mais en gros, il me disait que depuis que Kendrick Lamar a commencé à être beaucoup plus outspoken, beaucoup plus pro-black, beaucoup plus politisé dans ses propos, dans ses chansons, il aime moins les chansons. Et que lui, il a l'impression qu'il ne se retrouve pas. Peut-être ça, c'est dans ton cercle proche, mais dès son premier album, Kendrick parlait des réalités. Genre Good Kid, Mad City, bien que ce n'était pas évident qu'il parlait de ces réalités-là, il le faisait quand même. Et je pense aussi que, justement, le concert dont on parle, même de Kendrick, on était ensemble et tu voyais que c'était un album d'Erne qui était aussi politique et commercial en même temps, mais il y avait beaucoup de caucasiens. Et en fait, ce que je voulais dire par rapport à Aya, c'est que j'étais curieuse d'aller à ce concert-là pour voir à quoi son public ressent, parce que moi, je m'attendais beaucoup à voir des filles noires comme nous. Moi, je pense que ça aurait été moitié-moitié, hein. Parce que franchement, je pense que sa musique est devenue très universelle, en fait. Et que autant les filles noires étaient très enthousiastes d'y aller, je pense que les filles blanches aussi. Mais on va devoir attendre pour voir.
Ouais, on va devoir attendre 2021, On va 2022. devoir attendre. Inch'Allah. Ouais, si d'ici là, les concerts reviennent d'actualité. Ouf, on a beaucoup Mais parlé. Ouf. on a énormément parlé, donc je pense qu'il va Mon falloir Dieu. faire atterrir l'avion. Et donc, chère amie, franchement, c'était un plaisir. On était toutes les deux épuisées en commençant l'épisode, mais je me rends compte que je pense que ça va être un des épisodes les plus longs, si je ne me trompe pas. On s'excuse Mais d'avance. on s'excuse d'avance et on vous souhaite une très bonne soirée, journée, semaine, week-end, quel que soit le moment où vous nous écoutez. Et sur ce, attachez vos ceintures, relevez le dossier de votre siège et préparez-vous pour l'atterrissage. Wow, donc quand tu es fatigué, en fait, tu donnes bien les consignes de sécurité parce que d'habitude, là, je dois Oui. rappeler.